Bien, nous sommes dans le chapitre 4, propriété des ondes. Nous avons déjà vu que l'effet Doppler dans le grand 1, le grand 2, la diffraction, et la troisième grande propriété des ondes, donc c'est les interférences. Alors, on va d'abord essayer de comprendre bien sûr qu'est-ce que c'est que les interférences, comment ça se forme. Donc pour ça déjà vous voyez ici deux images, deux photos d'interférences, donc là avec de l'eau, des ondes sur l'eau, et ici avec des ondes lumineuses. Donc, pour comprendre un petit peu les conditions et qu'est-ce que c'est, on peut partir d'une animation. Sur cette animation, en fait, on voit la perturbation ici sur de l'eau. Donc, on voit la première avec une seule source. Ici, on voit les ondes se former. Et maintenant, on va rajouter une deuxième source qui va faire exactement la même chose. Et ce sera celle-là. Donc là, je rajoute les deux en même temps. Et on voit un phénomène étrange qui se produit, c'est-à-dire qu'ici on voit des zones grises, avec ici des zones comme tout à l'heure, comme quand il n'y avait qu'une seule source, mais là on voit apparaître des zones un peu perturbées. Et donc c'est ce qu'on appelle les interférences, c'est-à-dire dès que deux ondes se rencontrent. Alors on va voir qu'il y a deux possibilités, c'est-à-dire les deux extrêmes, soit les ondes se rencontrent en phase, c'est ce qu'on voit ici. On voit que les deux sommets de chaque source, créés par chaque source, sont en phase. Voilà. Donc on est dans la partie assez claire. Et puis, soit on peut déplacer ici l'observation et se mettre dans la partie grise, là, qui est la ligne grise. Et là, on voit que nos deux ondes sont en opposition de phase. Voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand les ondes sont en phase, se rencontrent en phase, ou quand elles sont en opposition de phase. Alors pour cela, on va utiliser une autre animation, c'est-à-dire ici, on a une source qui envoie une perturbation rouge, et ici, une autre source à l'opposé. C'est comme, il faut voir ça comme deux cordes, une corde tenue des deux côtés, et là, quelqu'un d'autre qui envoie une autre perturbation. Et ici, vous avez, qu'est-ce qui va se passer à la rencontre des deux? Donc, on lance l'animation, on voit les deux perturbations qui se rapprochent, et lorsqu'elles vont se rencontrer en même temps, ici on voit un maximum de l'onde. Si ensuite on inverse, on fait une perturbation dans l'autre sens, on retourne en fait la perturbation opposée, et donc pareil, on relance l'animation. Donc on voit que lorsque les deux ondes, les deux perturbations vont se rencontrer, hop, on a à un moment, je vais le relancer pour que vous voyez mieux et faire une pause. Je redémarre. On va faire un arrêt. Au moment où les deux perturbations vont se rencontrer, on a quasiment une annulation. Vous pouvez le voir là, comme ça. Voilà. Alors après, parce que les deux sommets les deux perturbations ne sont pas exactement égales, donc on n'a pas un plat total, mais en fait on voit que l'une annule l'autre. Donc maintenant on va étudier tout ça un peu plus en profondeur. Voilà, on va pouvoir dire que lorsque deux ondes de même fréquence et de même amplitude, on dira qu'elles sont cohérentes, c'est le terme utilisé, se superposent, on dit qu'elles interfèrent. Et leur élongation va s'ajouter, c'est ce qu'on a vu sur l'animation. Donc ici vous avez un schéma qui représente les deux sources, avec chaque onde créée par chaque source, et à l'endroit où elles se rencontrent, ici, on va avoir interférence. Donc là vous avez un petit schéma qui résume ce qu'on vient de voir avec l'animation. Et ensuite, si on regarde ce schéma, on voit que ces deux ondes ne parcourent pas la même distance avant de se rencontrer. On voit que celle créée par la source S2, elle parcourt un peu plus de distance, elle en fait de la géométrie. Et donc ça va avoir une importance pour justement savoir si elle se superpose en ayant un maximum ou au contraire elle s'annule. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite.
Maintenant qu'on sait un petit peu comment se forment les interférences, les conditions, que vous avez donc écrites ici, hein, c'est très important que les ondes soient cohérentes, voilà, et qu'elles se superposent bien sûr. Donc on voit que l'onde créée par la source S1 et l'onde créée par la source S2 ne parcourent pas la même distance jusqu'à l'endroit où elles interfèrent ici. On voit qu'il y a cette petite distance en plus, hein, géométriquement, et on va voir que cette distance porte un nom, c'est la différence de marche. Donc cette différence de marche, on va essayer de comprendre comment on la détermine et l'impact qu'elle peut avoir. Donc ici un autre schéma hein, qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les deux sources. Ici la distance jusqu'à l'endroit où elles interfèrent, ces ondes. Et puis on trace un cercle de rayon PS1 et on voit bien apparaître la différence de marche, c'est-à-dire l'onde parcourt cette distance en plus par rapport à S1P. Voilà. Donc cette différence de marche, elle peut être égale à deux choses. Soit elle peut être égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde de la source. Dans ce cas-là, on dira que les interférences sont constructives. Et on verra que ça induit un endroit très lumineux sur l'écran, pour de la lumière par exemple. Ou beaucoup de vagues pour de l'eau. Et au contraire, si delta, la différence de marche, est égale à un nombre de fois virgule, donc 2,5 fois, 3,5 fois la longueur d'onde, dans ce cas-là, on tombera sur des interférences destructives, c'est-à-dire l'absence de lumière pour les interférences lumineuses, ou au contraire un calme, ou aussi un calme plat pour de l'eau. Voilà. Donc ça, on va essayer de le voir un petit peu mieux avec une animation. Donc ici, voilà une animation où on a nos deux sources ici, lumineuses. L'écran où se superposent les deux ondes créées. Et on va observer un petit peu qu'est-ce qui se passe lorsque les ondes sont constructives et les interférences sont constructives et les interférences sont destructives. Donc pour ça, il y a une représentation ici de l'onde résultante et puis ce qu'on voit apparaître sur l'écran. Donc je vais déplacer le point P et je vais mettre dans la zone sombre pour comparer. Voilà, vous voyez qu'ici l'éclairage disparaît, il n'y a plus de lumière sur l'écran dans cette zone-là. Et on voit que la somme des deux ondes est quasi nulle. Et si on regarde, on voit bien qu'elles arrivent en opposition de phase. Donc l'une annule l'autre. Et c'est pour ça qu'on a une frange sombre. Ensuite, si on déplace et on se met la zone centrale, on voit que là, on a beaucoup de lumière. Les ondes, au contraire, sont en phase, les deux sources, les deux ondes créées par S1 et S2, et on voit que les sommes sont maximales. Par alternance. Voilà. Donc ça veut dire que quand les deux ondes se rencontrent ici, on a une différence de marche entre les deux distances parcourues qui est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, alors qu'ici, quand on arrive là, ça veut dire que la différence de marche entre cette distance et cette distance est égale à un nombre non entier de fois la longueur d'onde. Alors si maintenant on le représente avec des dessins, pour voir ce que ça donne au niveau schéma, donc ici on retrouve nos franges, hein, franges sombres, franges brillantes. Donc là on est sur de la partie des interférences constructives, hein, donc on a bien les deux ondes de chaque source qui se superposent et ça fait vraiment une très grande amplitude. Voilà comment ça se représente au niveau du schéma. Ici, donc c'est bien ce qu'on a dit, delta est égal à un nombre entier de fois lambda. Et les destructives, donc on a au contraire des ondes qui interfèrent en opposition de phase. On est sur la partie sombre des interfranges. Ça c'est le résultat. Et pourquoi on a ça? Parce que tout simplement, elles sont bien en opposition de phase. Et on a bien ici annulation, donc forcément pas de lumière. Voilà. Donc on a à ce moment-là delta qui est égal à un nombre décimal de fois lambda.
Alors des applications de ce système-là, c'est bien sûr le casque anti-bruit, si vous en avez déjà entendu parler, c'est-à-dire que en fait c'est des casques actifs qui vont créer, en fait on a un son qui arrive, il faut annuler ce son, donc on va créer le casque va créer un son opposé à celui, c'est ce que vous avez en rouge ici, à celui qui vient de l'extérieur, et donc l'auditeur n'aura plus de son qui arrivera dans son oreille. Voilà. Donc c'est une application directe des interférences destructives. Donc maintenant il faut bien sûr pratiquer, et donc je vous propose d'essayer de faire l'exercice 23 page 80, donc où on va justement vous proposer deux sources, on vous donne la longueur d'onde et on va vous demander en fait de calculer la différence de marche. Alors la formule est donnée, hein, donc il n'y aura pas trop de difficultés, il faut faire très attention aux unités bien sûr pour votre calcul. Et ensuite, donc une fois que vous aurez calculé cette différence de marche, on va vous demander de réfléchir à ce que vous observez sur l'écran. Alors en haut puis en P, donc là bien sûr il faudra appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure avec si delta égale un nombre de fois entier lambda. C'est constructif et donc très lumineux, et au contraire ça ne l'est pas si c'est un nombre non entier de fois lambda. Donc je vous laisse réaliser ce travail. Je vous mettrai le corrigé de cet exercice sur le site bien sûr. Et maintenant on va un petit peu plus rentrer dans les détails, c'est-à-dire essayer de comprendre ces interférences en lumière monochromatique. Quels sont les paramètres qui vont les influencer? Alors bien sûr ça vous le reverrez lundi, hein, en TP. Donc vous pourrez pratiquer, mais c'est vrai que c'est bien si vous comprenez un petit peu ce qui se passe avant. Alors pour ça on va créer donc nos interférences grâce à non pas une seule fente, puisqu'avec une seule fente on a juste une figure de diffraction, alors que là on va mettre donc deux fentes, ce qui créera deux figures de diffraction qui vont interférer. Voilà. Et voilà le résultat obtenu, donc c'est ce que vous obtiendrez sur votre écran, c'est-à-dire, alors si on observe bien, on retrouve ici la tâche de diffraction, la tâche centrale, et puis les petites tâches de part et d'autre. Mais à l'intérieur de la tâche centrale de diffraction, on voit apparaître ce qu'on appelle la figure d'interférence, avec ici, toujours à la même distance, des interfranges qu'on apprendra à mesurer. Tout ça, vous allez le faire en TP. Donc l'animation va nous permettre d'analyser un petit peu et surtout de répondre à la question qu'est-ce qui influence cette figure d'interférence, puisqu'on sait déjà qu'est-ce qui interfère, qu'est-ce qui modifie la figure de diffraction. Ça on l'a vu dans la partie grande 2 du chapitre. Alors sur cette animation, on retrouve, on l'a déjà vu, mais cette fois-ci on a deux trous, hein, c'est ce qu'on appelle les fentes du Young. Et donc, on voit apparaître bien sûr notre figure de diffraction quand il y a un seul trou, mais à l'intérieur, on voit apparaître plein de maximum et de minimum d'intensité. C'est ça la figure d'interférence qu'on voit apparaître dans la tâche centrale, et vous l'avez ici. Voilà, ce qu'on donne, ce que ça donne sur l'écran. Donc, on peut regarder un petit peu, là aussi, qu'est-ce qui va modifier, non pas la figure de diffraction, mais la figure d'interférence. Donc d'abord, on peut essayer de modifier lambda, la longueur d'onde de la source, et on voit en effet que l'écartement entre les pics diminue, ou augmente ici. Donc ça veut dire que lambda a une influence. On peut continuer la distance maintenant entre les fentes ici. On voit que cette distance, là aussi, a une influence, hein. Les interfranges, là, l'écartement entre les interfranges change et modifie. On continue avec maintenant, alors là c'est là qu'il va falloir faire très attention pour pas confondre avec la diffraction. On a ici A, C, ici l'écart, pardon. Voilà. Pour la diffraction, on s'occupait de la largeur de la fente, donc on va regarder si la largeur de la fente change quelque chose. Alors on voit que ça ne change absolument rien. Ça change la figure de diffraction, on l'a vu, hein, le A. Ici, on voit que la tâche s'agrandit, mais par contre, on voit que
l'espacement ici entre les interfranges pardon, ne bouge pas du tout. Ici, ne bouge pas du tout. Ça change absolument rien. Si maintenant je regarde par contre ici l'écartement petit d, c'est-à-dire la distance entre les deux trous, hein, qui est là, qu'on appellera petit d, là on va voir que ça change la distance à nouveau. C'est ce qu'on appelle l'interfrange. Voilà, il se rapproche ou au contraire, il s'éloigne. Donc finalement, qu'est-ce qui va caractériser les interférences et de quoi ça va dépendre? Ben, tout simplement, on va avoir cette nouvelle grandeur qui s'appelle l'interfrange petit i et qui va être liée, on l'a vu, à la longueur d'onde, puisqu'il variait en fonction de lambda, à la distance d. Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de regarder, mais vous le vérifiez en TP, c'est l'inverse de la distance. Alors là, je l'ai appelé petit b. Voilà, elle n'a pas de lettre attitrée, donc ça peut être petit b, ça peut être petit d. Il faudra vous adapter. Hein, c'est vraiment la distance entre les deux sources qui aura de l'importance et pas la taille de la source. Contrairement à la diffraction, où c'était la taille de l'ouverture qui avait une importance. Voilà, donc petit i, on voit bien que c'est la distance, l'interfrange entre le milieu de la raie noire à l'autre milieu de la raie noire. Voilà, ça s'appelle l'interfrange et c'est ce qui va nous intéresser comme grandeur, alors que pour la diffraction, ce qui nous intéressait, c'était L, la taille, les dimensions de la tâche centrale. Donc il faudra bien maîtriser, ne pas confondre diffraction et interférence. Donc, si la formule ici, elle vous sera souvent donnée, mais bon, si vous la retenez, c'est mieux. C'est l'interfrange, pour la calculer, donc c'est lambda fois la distance entre les deux trous et l'écran, les deux fentes et l'écran, divisé par l'écartement entre les trous, ou la distance entre les fentes, comme vous voulez. Voilà, donc on a notre formule qui lie ces quatre grandeurs. En lumière polychromatique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme on vient de voir, I dépend de lambda. Donc forcément, on va avoir ce qu'on appelle une irisation. Voilà, et c'est ce que vous pourrez revoir dans la vidéo Kesako, qui était au tout début de cette partie, là, que je vous conseille d'aller regarder. Maintenant, peut-être que ça sera mieux puisque vous avez compris, pour expliquer justement la couleur des ailes de papillon, par exemple, ou la couleur des bulles de savon. Ces lumières qui apparaissent, ben, on va voir que c'est lié en fait. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle une irisation avec les interfranges, mais qui varient. L'interfrange en fait est différente pour chaque longueur d'onde de la lumière blanche. Donc ça fait une décomposition finalement de la lumière blanche et ça explique beaucoup de phénomènes qui nous entourent. Voilà. Donc, pour terminer, bien sûr, il va falloir s'exercer, et donc je vous conseille l'exercice 4, page 74, où là, bien sûr, ben, vous voyez, on l'appelle petit b, donc vraiment ça dépend, hein, comme je vous avais mis dans le cours. Donc c'est l'écartement entre les deux fentes. Vous avez plein d'informations, vous avez des incertitudes, et donc avec tout ça, eh ben, il va falloir, on vous redonne la formule, hein, souvent elle sera donnée, on vous demande de calculer lambda du laser, rien qu'à partir des informations précédentes, et ensuite des petits calculs d'incertitude. Voilà, et là aussi je vous mettrai la correction sur mon site. Vous aurez également cet exercice que je vous conseille, le 24, page 80. Là aussi ça ressemble, hein, on vous demande de calculer une longueur d'onde. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez l'analyse dimensionnelle qu'on avait fait pour l'effet Doppler. Une fois que vous aurez terminé ces savoir-faire, essayez de faire l'exercice grand 3 que je vous ai mis sur les exercices type bac, là, la fiche que vous avez. Il faudra vraiment la terminer, donc faire la partie diffraction que vous aviez à faire pour le début de semaine. Puis ensuite, essayez de faire celle-ci sur les interférences. Voilà, bon courage à tous et bon TP lundi.
Et n'hésitez pas bien sûr à m'écrire sur le NT ou par mon Gmail si vous avez des questions.